bienvenue à cette 9e édition de 45 minutes chrono de l'Association du paiement. Je suis Sophia Briouel et aujourd'hui nous allons parler du paiement mobile, de la progression du paiement mobile et des tendances ces dernières semaines en période de crise sanitaire et économique. Pour cela, j'accueille notre invité d'aujourd'hui, Luc Lafont, directeur du développement au sein de la société Pélib. Pélib, une société 100% française créée en 2013 dans le but de créer une alternative des paiements digitaux. Ah, excusez-moi, je suis vraiment désolée, j'ai un petit appel. C'est urgent, je suis vraiment navrée. 2 secondes. Allô ? Oui, Nathalie, je suis en pleine chronique de l'association du paiement, je suis vraiment pas disponible. C'est quoi l'urgence ? Quoi ? Oh non, mais vous abusez, il reste 3 jours pour lui acheter son cadeau. Écoute, j'ai une solution pour toi, qu'est-ce qu'il te faut ? C'est pour samedi ? J'ai la solution pour toi. C'est Pélib. Et en plus, ça tombe bien, je suis en train d'interviewer Luc Lafont. Est-ce que tu as un smartphone ? Oui. Tu as un numéro de téléphone ? Oui. Mais bien sûr que c'est sécurisé, enfin. Ben, si je te le dis. Ah, parce qu'en plus, tu voulais l'acheter sur un site e-commerce ? C'est quoi le nom ? Attends, je vérifie, parce qu'en plus, j'ai les slides de Pélib. Attends, bouge pas. Ah bah nickel, tu peux. Écoute, je te propose d'envoyer un WhatsApp à la bande d'amis, tu leur fais un message, tu leur dis qu'ils te font tout de suite un Pélib entre amis, voilà, c'est ça. Et puis après, une fois que tu as les fonds, tu vas directement sur le site e-commerce. Et en plus, t'es livré sous 24 heures, c'est super, c'est nickel. Mais oui, c'est la solution. Écoute, c'est simple, facile, pratique, efficace. Bon, écoute, faut que je te laisse, t'as une question ? Oh non, mais je peux pas lui demander ça. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux comme… Les plafonds ? Les plafonds de quoi ? De Pélib ? Bon, écoute, je fais ma chronique, je te promets que je lui pose la question, mais là, il faut vraiment que je te laisse. Et oui, je sais, mais bon, en même temps, je triche un peu, je suis dans les paiements, donc en plus, j'ai lu que Lafont en face, là, c'est facile pour moi de te parler de Pélib. Bon, ok, je te laisse parce que là, je suis vraiment un peu gênée, là. Salut. Salut, Nathalie. Oui, de rien. Ciao. Je suis vraiment désolée. Bonjour, Luc, et bienvenue aux 45 minutes chrono. Bonjour, merci, mille merci, j'ai adoré, c'était génial. Au début, j'y ai vraiment cru, mais bon, en tout cas, tu as trouvé la solution, et pour moi, la bonne solution, c'est la solution de paiement des banques françaises qui est Pélib. Ravi de partager ce moment avec vous, de répondre à tes questions, de répondre aussi aux questions de tous les participants au fur et à mesure quand elles se présenteront. C'est toi qui anime. J'aurais une précision par rapport à ce que tu disais. Effectivement, c'était très juste. C'est 3 banques au départ qui sont lancées dans l'aventure. Hein. Ça remonte il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Depuis, ces 3 banques ont été rejointes par 4 autres groupes bancaires. Donc aujourd'hui, on a 7 beaux groupes bancaires qui font en sorte que Pélib progresse de jour en jour, mais on va y revenir. Merci pour ces précisions. Comment allez-vous, Luc ? Je vais super bien. J'espère que tout le monde va bien comme je vais. Voilà, on a tous vécu une période un peu particulière qui continue quand même aussi un peu. Mais écoute, on a un monde à réinventer et c'est quand même génial de se dire qu'on est acteur de ce monde à inventer qui est devant nous. Donc génial. Si ça peut accélérer les choses, voilà. Donc je vais très bien par rapport à ça. Ouais, c'est top. Merci Luc. Alors justement, en parlant de cette période que l'on vit tous durant cette crise de ces derniers mois, comment la société Pélib s'est organisée justement ? Alors, Pélib, hein, je rappelle, c'est vrai qu'il y a un bel affichage de Pélib. On a souvent l'impression que c'est plusieurs centaines de personnes. Pélib, on est une structure, on est une petite trentaine de personnes. Donc, en termes d'ADN, on était, entre guillemets, sans savoir, déjà préparé à ce qu'il y avait devant nous, de devoir télétravailler, de devoir porter des projets en travaillant. Ça peut influer, aussi bien à la production que les projets qu'on avait dans les cartons en Covid. Ce qu'on peut retenir quand même dans les éléments très positifs, c'est que ça a probablement accentué le partage entre nous, beaucoup plus besoin de partage, donc des réunions assez régulières.
Pour autant, on a aussi constaté qu'on avait besoin de cadrer de mieux en mieux nos réunions parce que quand on passe toute la journée en visio comme nous tous, hein, on voit des fois ça peut devenir pénible. Mais globalement, on a réussi vraiment à bien passer le cap. Le point qu'on retire en point négatif, ou entre guillemets, ce que ne remplace pas ce travail à distance, c'est tous les travails de travail collaboratif. Même s'il y a des outils très intéressants comme Miro, etc., qui permettent de faire le collaboratif, c'est pas comme être autour d'une table et travailler tous ensemble. Et puis pareil aussi pour les réunions de négociation, hein, négocier à distance, on perd un peu de langage corporel. Voilà. Donc, mais mis à part ça, je dirais, il y a une fois plus, il y a un nouveau mode de travail hein, qui s'est installé. On va certainement garder du bon de ce qu'on a découvert et récupérer du bon de ce qu'on avait avant aussi. Parce que je pense que le contact humain est vachement important dans nos métiers. Oui, donc une adaptation à la situation, mais en même temps, une nouvelle façon de travailler avec vos collaborateurs et vos partenaires. Oui, absolument. Très bien, merci Luc. Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais avant cela, je reprécise à nos participants qu'ils auront la possibilité de vous poser des questions via le Q&R qui se trouve en bas de l'écran. Vos micros et vos vidéos sont bien entendu coupés, mais ce qui ne vous empêche absolument pas de nous poser vos questions. On sera ravis, en tout cas Luc sera ravi d'y répondre. Alors finalement, toujours dans ce contexte de crise virus Covid-19, quelles sont les offres que vous avez mises en place spécifiques, dédiées à la période ? Alors, juste avant l'entrée dans le Covid, on a lancé, alors c'était pas spécifique, mais j'en parle quand même, on a lancé une application. Hein, jusqu'à maintenant, Paylib n'existait qu'à travers les applications des banques françaises. Et au mois de mars, on a lancé l'application Paylib téléchargeable sur les stores iOS et Android et qui permet de simplifier les parcours quand on veut faire du transfert d'argent de particulier à particulier, comme tu l'as initié tout à l'heure avec ton ami. Donc ça a été, alors c'était de l'amont Covid, mais ça s'est fait au moment du Covid. Par contre, ce qu'on a fait de très spécifique, c'est au moment où le Covid est arrivé, on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à apporter dans l'écosystème pour les commerçants, pour les professions de santé qui souhaitaient même mettre en œuvre des prestations à distance ou du click and collect. Souvent des personnes qui n'étaient absolument pas équipées en solutions de vente à distance. Donc, on a tout simplement, entre guillemets, ouvert le service de transfert d'argent entre amis au transfert d'argent entre particuliers et professionnels. C'est-à-dire que très simplement, des professionnels ont pu activer le service et se faire payer simplement en communiquant leur numéro de téléphone mobile. Et il y a eu un beau moment d'échange là-dessus. D'ailleurs, le service continue à exister, parce qu'on ne l'a pas arrêté depuis. Hein. Ça s'est fait avec l'accord des différentes banques de Paylib, puisque ce service était totalement gratuit, aussi bien sûr pour les particuliers qui payaient, mais aussi pour les professionnels qui se faisaient payer. Et on a adressé tout type de métiers, hein, que ce soit, je vous disais, des professionnels de santé, que ce soit aussi des bouchers qui faisaient des click and collect, etc., etc. C'était vraiment un temps assez fort pour nous. Et c'était vraiment du win-win parce que même si c'était gratuit, on s'est mis à avoir des commerçants qui se sont mis à parler de la solution de paiement Paylib à leurs clients. Et là, pour le coup, c'est vachement bien. C'est qu'on retrouve un peu la démarche quand on parle du sans contact carte, où c'est le commerçant qui dit sans contact. Voilà. Et là, c'était aussi un peu la même démarche, hein, où les commerçants disent à leurs clients, si vous voulez me payer à distance, utilisez Paylib, je vous donne mon numéro de téléphone et c'est Paylib entre amis. Et je vous envoie le lien en plus pour vous montrer comment l'activer dans l'application de votre banque. Oui, donc si je comprends bien, c'est un élan de solidarité dans cette période un peu difficile pour les commerçants, le commerce de proximité, mais en même temps, ça a permis finalement de faire connaître encore plus la solution. Absolument. C'est-à-dire que j'aime pas parler de choses, le mot est pas beau, hein, c'était pas de l'opportunité. Vraiment, au début, c'était de se dire, voilà, on a un truc à faire et ça peut paraître simple à faire et ça va plus permettre de tester un peu, on en reparlera peut-être, mais quelle est l'appétence du peer-to-peer hein, dans l'environnement professionnel. Donc, ça nous a permis ça. Et puis in fine, effectivement, ça a permis aussi de viraliser autour de Paylib en partant des commerçants. Et honnêtement, en tant que prescripteur, il n'y a pas mieux quand c'est les commerçants qui parlent d'une solution de paiement.
Alors c'est vrai que oui, c'est une période qui est un petit peu compliquée, hein, à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour le commerce de proximité et les commerçants d'un point de vue global. Bon, il y a eu quand même, avec le relèvement du plafond de carte bancaire, une sorte d'engouement pour ce geste sans contact qui était peut-être un peu encore pas très ancré, en tout cas chez la plupart des consommateurs. Mais là, geste barrière, les gens qui ont peur, qui se disent OK, je fais un paiement sans contact. Est-ce que vous pensez, Luc, que l'engouement justement pour ce geste sans contact va permettre d'ancrer auprès des consommateurs l'utilisation enfin du paiement mobile de manière naturelle? Alors, c'est vrai qu'on aurait pu, on regarde très précisément les stats depuis le relèvement du plafond de 30 à 50 euros, voir si ça affecte, je prends la question à l'envers, est-ce que ça a affecté le développement du paiement mobile? La réponse déjà très simple, c'est non. Il n'y a pas eu d'infléchissement de l'usage du paiement mobile depuis le relèvement du plafond. Pour le coup, le paiement sans contact carte, lui, s'est bien développé parce que de 30 à 50 euros, on ramasse quand même beaucoup plus d'opérations. Mais pour autant, ceux qui étaient déjà utilisateurs du paiement mobile ou qui se sont mis à le tester depuis, les deux cohabitent plutôt pas mal. Et ce n'est pas l'un qui remplace l'autre, du moins à ce stade-là. C'est plutôt un geste qui de dire voilà, je pose et je paye. Elle avait des niveaux de sécurité un peu différentes, mais on n'a pas du tout ressenti un infléchissement des volumes de notre côté, bien au contraire. D'accord. Bon, on parlera chiffres effectivement tout à l'heure. Voilà. Mais par contre, pour revenir à ta question, un point important, c'est très clairement le fait que en geste barrière, on a mis en avant le paiement sans contact carte, mais a été mis aussi en avant le paiement mobile. Donc, on a aussi bénéficié de toute la com qui a eu lieu, qui s'est fait autour des gestes barrières pour le paiement, dont faisait partie aussi le paiement mobile. Très bien. Alors, je vais quand même partager des éléments, puisque là, on va parler quand même de parcours. Vous allez nous rappeler un peu sur les 3 usages du paiement mobile au sein de Pélib. Bon, il y en a un effectivement que nous avons visité de manière rapide avec ma copine Nathalie, qui était très embêtée avec cette fête de samedi prochain. Cela étant, il sera intéressant de revoir un peu finalement ce parcours de utilisateur en paiement de proximité dont vous venez de nous parler, hein. Et puis après, peut-être vous parler du paiement entre amis ainsi que du paiement en ligne. Oui, alors effectivement, donc si on rentre un peu dans cette expérience client dans le cadre d'un paiement de proximité, donc le principe, c'est le client approche tout simplement son téléphone mobile du terminal de paiement dès lors que ce terminal est activé en NFC. Si c'est inférieur à 30 euros, il y a un simple bip qui va faire office de fin de transaction et le ticket s'imprime. Donc, je n'ai qu'à apposer mon téléphone pour payer. Donc, ça, c'est un geste qui existe, qu'on appelle le tap. Après, il y a un autre geste, c'est j'ouvre mon application, je pose mon téléphone, je mets mon pouce en termes biométriques et je paye. Donc, on se retrouve dans un geste très proche de celui je sors ma carte et je paye. On est sur un geste en plus de sécurité pour tout le montant. Si je veux pas simplement faire du tap, où là je fais du biotap. Je m'identifie et je pose en même temps. Je m'authentifie et je pose en même temps pour payer. Bien sûr, si le client n'a pas activé la bio, dans ce cas, il saisit son code, mais il est sur une expérience client qui est un peu moins bonne que quand on est sur de la full bio. Donc ça, c'est vraiment le parcours classique. Je ne touche pas, même quel que soit le montant, je ne touche pas le terminal de paiement qui est en face de moi. Et c'est la biométrie qui m'authentifie systématiquement. Et en termes de plafond, on est généralement, il y a des banques qui le modulent, mais généralement sur le plafond tout simplement de la carte. Donc je peux faire un achat, si mon plafond le permet, de 2000 euros en utilisant ce geste-là. Et côté marchand, je disais, donc la contrainte, c'est d'avoir un terminal éligible en sans contact carte et qui soit activé en sans contact carte, en NFC. Et puis c'est tout. Ça ne change absolument rien ensuite en termes de process. Donc finalement, si je regarde un peu le parc de terminaux de paiement compatibles NFC, aujourd'hui, on a atteint en tout cas un pourcentage assez intéressant pour que Pélib soit déployé au sein des commerçants. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un parc de commerçants, on n'a pas eu le dernier chiffre, mais on doit être au-delà de 70% maintenant. Et il est clair que dès qu'on a un terminal qui est activé en NFC, donc on va dire 60, je dirais,
7 terminaux sur 10, et ben dès lors, ils peuvent effectivement accepter du paiement Paylib, mais si je suis un peu plus ouvert d'esprit, accepter aussi des paiemts, que ce soit d'Apple Pay ou de Samsung Pay ou de Google Pay, puisque à chaque fois, on est sur une techno NFC. Tout à fait. On reviendra aussi sur la notion de GAFA. Très bien. Alors justement, le paiement entre amis, un petit joke quand même pour Nathalie qui a besoin peut-être d'avoir une... Oui. Alors Nathalie, il suffit qu'elle rentre dans l'application de sa banque. Si elle n'a pas activé Paylib, elle aura un parcours d'activation pour s'assurer que c'est bien elle qui est en train d'activer cette fonction au sein de sa banque. Dès lors qu'elle a activé le service, elle va tout simplement, Nathalie, saisir le montant qu'elle te doit, saisir soit ton nom parce que tu es déjà dans son annuaire, soit le numéro de téléphone et un motif. Dès lors qu'elle a fait ça, elle va valider, alors par biométrie, si elle a activé la biométrie ou par un simple code, elle va confirmer, authentifier que c'est bien elle qui souhaite t'envoyer 25, 27 euros à tel numéro de téléphone. Une fois que cela est fait, on va procéder donc au transfert de fonds vers ton numéro de compte associé à ton téléphone. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Soit le bénéficiaire, soit toi, tu es déjà en relais Paylib, auquel cas on te connaît déjà, et donc simplement ton numéro de téléphone va nous permettre de générer un virement instantané sur ton compte bancaire. C'est-à-dire qu'on va donc débiter instantanément le compte bancaire de Nathalie par le crédit instantané sur ton compte bancaire à toi. Donc, on est de compte bancaire à compte bancaire. Si le bénéficiaire n'est pas Paylib, n'est pas encore connu de Paylib, le bénéficiaire va recevoir un SMS qui va lui indiquer que tu viens de lui envoyer 25 euros et on va l'inviter en cliquant sur un lien dans le SMS à renseigner son IBAN sur le site Paylib. Dès lors qu'il aura renseigné son IBAN, il pourra d'ailleurs demander qu'on conserve cette information pendant 3 mois et on générera ensuite derrière un virement instantané sur ton compte. Donc, en clair, on voit que l'intérêt de ce parcours, c'est qu'au début, ça démarre simplement avec un numéro de téléphone et un montant, et que derrière, on fait un appareillage avec un IBAN, que ça soit pour des clients bénéficiaires qui sont d'une banque Paylib, ou ça marche aussi très clairement pour des bénéficiaires qui sont dans une banque non Paylib. Par contre, c'est clair que pour envoyer de l'argent, il faut quand même partir d'une banque Paylib, du moins une banque qui propose dans son application le service de transfert d'argent, donc le Paylib entre amis. Et la notion justement de montant, là, pour le paiement entre amis, est-ce qu'il y a un plafond particulier? Oui. Alors, il y a un plafond aujourd'hui qui est communément appliqué pour toutes les banques. On est aujourd'hui à 300 euros par transaction maximum et par jour. Ensuite, il y a certaines banques qui l'ont modulé à la hausse, mais donc le plafond commun est sur 300 euros. Très bien, merci. Alors parlons justement, puisque Nathalie voulait aussi aller acheter sur son site e-commerce un cadeau pour notre amie qui fête son anniversaire. Donc comment elle procède justement? Visiblement, il y a pas mal de grands acteurs de l'e-commerce qui ont donc la solution Paylib. Comment ça se passe pour le paiement en ligne? Oui, alors effectivement, Nathalie, elle va pouvoir trouver le bouton Paylib qui a été implémenté chez un peu plus de 4000 e-commerçants à l'heure où on parle. Donc, quand on dit implémenter, c'est qu'elle va trouver sur la page de paiement le fameux bouton Paylib. Dès lors qu'elle clique sur le bouton Paylib, elle va avoir une page qui va s'ouvrir, qui va lui demander de renseigner son adresse mail qu'elle a indiquée lorsqu'elle s'est enrôlée dans l'application de sa banque au service Paylib. Elle saisit tout simplement son adresse mail, elle valide et ça va générer automatiquement une notification sur son téléphone mobile. Donc là, on est capable, nous, de faire le lien entre une adresse mail et un mobile. Donc là, elle a une notification qui arrive, ça ouvre l'application Paylib, elle confirme en biométrie que c'est bien elle qui est en train de faire l'achat. Et c'est terminé. Elle revient ensuite sur le site du marchand et la transaction est totalement sécurisée, tant pour le marchand, avec une garantie de paiement puisqu'il y a une authentification forte qui a été réalisée, que pour le porteur, parce que le porteur, à aucun moment en plus, n'aura saisi son numéro de carte. C'est nous qui, entre guillemets, avons émulé derrière une carte une fois qu'elle a fait son authentification. Alors là, je vous parle du parcours le plus long. Pourquoi le plus long? Parce que depuis maintenant novembre 2019, on a mis en place un paiement entre guillemets en one click, c'est-à-dire que
lorsque le client fait la première fois le parcours que je viens de décrire, à savoir je clique sur le bouton, je saisis mon adresse mail, il a la possibilité d'activer la petite fusée là qu'on voit sur l'écran là au milieu en disant merci de se rappeler de moi. Auquel cas, s'il le coche, ça va installer un cookie sur le navigateur du client et lors du paiement suivant, il cliquera tout simplement sur le bouton Paylib et ça générera directement la notification sans se passer par la saisie de l'adresse mail. Donc là, on est dans un parcours ultra fluide avec un tunnel de paiement ultra rapide. Je clique sur le bouton Paylib, ça réveille mon téléphone, je confirme que c'est moi, la transaction est terminée et totalement sécurisée. Donc effectivement, Nathalie a raison d'utiliser Paylib quand elle va sur un site e-commerçant, puisque elle n'a pas de risque de phishing, à aucun moment elle aura une saisie de numéro de carte qui sera faite. Et pour le commerçant, dans les faits, dans son back-office, il aura une transaction type carte qui lui sera restituée. On restituera un numéro de carte pour alimenter le back-office du commerçant qui ensuite fera le recouvrement de l'opération comme si ça avait été une carte à l'origine. Merci beaucoup, Luc, pour toutes ces précisions et notamment pour Nathalie qui va pouvoir faire ce qu'elle veut ce soir sur son site d'e-commerce. Alors, quelles sont en moyenne les progressions de l'utilisation du paiement mobile en proximité, en ligne et entre amis? Qu'est-ce que vous avez noté d'ailleurs sur la période? Vous m'avez dit tout à l'heure que finalement, sur la période, ça n'a pas forcément bougé parce que c'est la crise, mais comment évolue justement le paiement mobile et son utilisation? Alors, pour ce qui est, donc, si on regarde service par service, hein, donc effectivement le paiement de proximité, le paiement entre amis et le paiement en ligne, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le paiement sans contact a connu une inflexion très claire pendant la crise du Covid, hein, puisque bien sûr il y avait moins de transactions marchandes, donc on est très parallèle à la baisse qu'on a pu connaître dans l'usage carte. Pour autant, si on compare les volumes, là on voit plus 65% par rapport à 2018, mais si on compare juin 2019 à juin 2020, et là les chiffres sont tout récents, on a progressé de 75%. C'est-à-dire que quand bien même on a eu l'effet Covid, aujourd'hui, en comparant les deux périodes, on a progressé sensiblement sur le paiement en magasin, donc je dis 75%. Pour le paiement entre amis, la période Covid aurait pu nous amener à avoir un vrai effondrement parce que très clairement, on fait moins de remboursement de restaurants dans une période où les restaurants sont fermés. Le fait que on ait certainement mis en œuvre le service Pied to Pro, le fait que aussi il y a eu aussi important côté des banques pour augmenter le nombre d'enrôlés, fait que globalement, on a progressé sur la période de plus de 32%. Si on prend début de période Covid, fin de période Covid. On a eu au début une stagnation et on est reparti à la hausse avec certainement les facteurs que j'évoquais avant. Après, en termes de progression sur un an, le chiffre que je vais vous dire va pas dire grand-chose parce qu'il y a un an, on démarrait quasiment tout juste, parce que ça fait quelques mois qu'on avait Paylib entre amis d'activer, mais on a fait x4 en 12 mois en termes d'activité. Donc, c'est vraiment un usage qui s'est installé, qui s'installe très rapidement. Pour ce qui est du Paylib en ligne, hein, donc le Paylib en VAD, donc là on a connu un effet de boost lors du Covid, tiré principalement par quelques gros sites dans des domaines un peu spécifiques, que ça soit le jeu en ligne hein, qui a connu une explosion, comme vous le savez tous, pendant le Covid, que ça soit aussi des sites qui vendent par exemple que du café en ligne puisque les boutiques étaient fermées. Hein, je pense à notre ami Georges Clooney. Voilà, Wattels, par exemple. Voilà, donc ils ont vraiment boosté l'activité en termes de VAD. On a progressé en volume sur les 12 derniers mois, à peu près un peu plus de 46% en termes de quantification. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la sortie Covid est plutôt pas mauvaise pour nous, parce qu'en sortie, même si on a connu cette baisse sur le sans contact au milieu du Covid, qui était évidente, on sort supérieur à la manière dont on était à l'entrée. Donc, il y a eu un phénomène d'accélération entre mars et juin.
Merci Luc. Alors moi, j'avais effectivement noté qu'il y avait plus 15% sur la période de mai à juin 2020 si on compare à 2019 pour les paiements mobiles, hein, d'un point de vue assez global. Bon, vous nous parlez de plus de 70%. Quelle analyse faites-vous en fait de tous ces chiffres en somme? Oui, c'est vrai que les plus 15, c'est toute solution de paiement mobile confondue. Et c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté au niveau du marché aujourd'hui de connaître précisément ce que représente le paiement mobile en France. Hein. Il y a des chiffres qui émanent du GE-carte bancaire, mais que sur une partie des transactions, hein, puisque c'est que les transactions CB. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi une enquête récente auquel nous avons répondu, nous, Pélib, au niveau de la Banque de France. Mais je ne crois pas qu'ils ont communiqué les chiffres de tous les opérateurs de paiement mobile, puisque certains n'ont pas communiqué leurs chiffres. Mais en tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sent vraiment, à travers la croissance que j'évoquais, hein, 75%, que le paiement mobile est en train de s'installer, pas aussi vite qu'on voudrait. Hein. Je crois qu'on reparlera tout à l'heure de ce que ça représente en termes de volume d'opération, hein, le paiement mobile. Mais en tout cas, je dirais petit à petit, c'est en train de s'installer. Et on voit que, je dirais, ceux qui l'utilisent et qui ont une expérience plutôt sympa dès les premières transactions, l'adoptent assez rapidement. J'ai tendance à dire que une fois qu'on a eu 3 à 4 transactions sur lesquelles au début on allait un peu en transpirant, en train de payer chez son commerçant, et dès qu'on a passé ces 3-4 transactions, on rentre dans de l'adoption. Avant, c'est plutôt des utilisateurs qui vont tester la solution. Un test ne suffit pas pour réellement implémenter l'usage. Voilà, il faut qu'ils reviennent, qu'ils réutilisent. Et en tout cas, c'est en train de prendre, mais pas aussi vite qu'on le voudrait, comme je le disais. Est-ce que vous savez justement que pour ancrer une nouvelle habitude chez l'être humain, il faudrait 21 jours. Donc cela voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une utilisation du paiement mobile pendant 21 jours pour que ce soit ancré définitivement. Ouais, alors tu vois, toi tu dis 21 jours, moi je parle d'un nombre d'opérations récurrents, sur une période d'un mois d'ailleurs, ça revient quasiment à la même chose. Et je dis voilà, il faut qu'il ait fait au moins 3-4 paiements sur un mois, et là on rentre dans de l'adoption. Ça rejoint un peu la même chose. Oui, tout à fait. Merci, Luc. Alors, en termes de nombre de transactions, on note, selon toujours les sources hein, au sein d'Ingenico, on l'a vu jeudi dernier, Capgemini et carte bancaire, 25 millions de transactions via les paiements mobiles devraient être dépassées en 2020. Quel est votre avis sur la question? Je peux que espérer que ça soit vrai. En tout cas, la tendance aujourd'hui de notre côté, si on se réfère un peu à ce qu'on estime de notre part de marché, le marché en tout cas devrait y être. C'est plus 25 millions. Je pourrais dire ouais, c'est chouette. Après, je dis attention, hein, c'est bien, mais si on compare ça aux près de 12 milliards de transactions de cartes, on voit qu'il y a encore un beau chemin à parcourir. On n'est pas encore en train d'assister au débordement de la piscine. On est en train de remplir la piscine lentement. Il y a un petit tuyau qui nous fait remplir la piscine pour nos vacances. Mais il faut que ça se remplisse plus vite si on veut avoir une piscine pleine et en profiter au mois d'août. C'est très clair, merci. Mais on devrait dépasser les 25 millions, je pense. Oui. Eh ben, je l'espère. En tout cas, moi, ça me fait quand même penser qu'on ne va pas aujourd'hui, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, mais on ne va pas aujourd'hui calquer le modèle asiatique. Et vous allez peut-être me le confirmer, puisqu'on a en France une mentalité, une façon de consommer qui est un peu différente du modèle asiatique. Mais ces 25 millions de transactions, est-ce que c'est vraiment lié au fait qu'on essaie de se comparer à d'autres modèles économiques, ou est-ce que c'est vraiment une possibilité là sur le marché français? C'est un peu ça la question des 25 millions. Oui, je pense que sur tout type d'évolution majeure en termes de côté consommateur, on a toujours été un peu en retard hein, côté France. Alors là, on parle de l'Asie, mais même si on regarde les pays d'Europe du Nord, on a toujours un décalage. Moi, je crois que le paiement mobile ou du moins le paiement digital va s'imposer très clairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous consommateurs français, on est très attachés à notre morceau de plastique hein, qui marche plutôt bien, les infrastructures sont là, la délivrance des cartes marche plutôt bien. Donc on aime bien ce côté plastique. Pour autant, on a tous entre les mains un appareil qui devient de plus en plus un couteau suisse, hein, qui est notre téléphone mobile. Donc moi, je trouve très clairement qu'on sera pas asiatique demain, mais pour autant, je crois vraiment à l'avenir du paiement digital dans son ensemble.
Parce que ça permet, si je vais au bout de ma réflexion, c'est que là, on associe le paiement digital à l'usage du téléphone mobile. Pour moi, c'est la première marche vers une évolution qui ira un peu au-delà, où demain, j'authentifierai les personnes non pas parce qu'elles me font de la biométrie, mais au moins du touch, mais je les identifierai autrement et je rendrai de plus en plus le paiement non sensible sur le parcours. Et c'est que le digital qui le permet réellement, ça. Alors justement, vous parlez de demain. Alors au-delà du paiement, quels nouveaux usages autour du wallet mobile pourrait-on imaginer pour demain? Alors, c'est vrai que quand on parle paiement, des fois, on peut trouver ça réducteur, faire que du paiement. Donc, effectivement, on parle souvent de ce qu'on appelle le paiement augmenté, hein, c'est pouvoir faire de la FI, du couponing, et ça faire pas mal de choses derrière. Bon, c'est vrai que faire ça sur un support digital, c'est très pertinent. Après, il faut vraiment que cette offre rencontre son marché, hein. Donc, on y travaille, comme d'autres opérateurs. Il y a Samsung hein, qui a été plutôt précurseur, hein, Samsung Pay en la matière. Moi, je crois vraiment, comme je disais juste avant, c'est que on est vraiment sur la première marche avec le téléphone mobile en payant. C'est qu'on est au début du paiement digital. Si je prends les expériences d'Amazon Go et autres, demain, j'ai une authentification qui se fera via de la reconnaissance faciale et qui me permettra de payer quand je sortirai du magasin. Je ne connais pas un autre moyen de paiement hors digital qui permet de le faire. Donc, seul le digital le permet et la première brique, ça reste le téléphone. Donc, pour moi, c'est vraiment la grande évolution qu'il y aura demain. Le sujet qu'on porte, hein, c'est pas juste de faire la techno pour la techno, c'est que souhaitent nos commerçants, qui sont quand même un maillon essentiel dans la chaîne, dans l'écosystème, c'est que le paiement soit sur un process ultra fluide et qu'il n'y ait pas de rupture lors du paiement. La meilleure possibilité d'éviter toute rupture, c'est quand le paiement commence quasiment à disparaître. On n'a plus la rupture, j'ai plus la queue pour être en magasin physique où je suis capable de laisser les produits parce que la queue est trop longue et je passe à autre chose. Ou par exemple, pareil, je suis sur un site e-marchand et je trouve que le parcours de paiement est trop long et je sors. Donc vraiment, le vrai combat de nos marchands, et on doit les accompagner en ce sens, c'est de faire en sorte qu'ils aient un tunnel de paiement ultra fluide, aussi fluide que tous les efforts qu'ils ont fait pour avoir des tunnels d'achat, que ce soit en physique ou en digital. Et une fois de plus, la finalité, c'est quand le paiement devient quasi non visible. Absolument. Alors, ces derniers temps, on a quand même dans l'écosystème, en tout cas, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'informations, beaucoup d'initiatives. Et une des initiatives dont je voulais vous parler et vous partager, c'est l'arrivée des cartes à capteurs biométriques. Et j'aimerais savoir si, selon vous, vous pensez que ça va plutôt ralentir ou accélérer le développement du paiement mobile en France. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Hervé, il se reconnaîtra. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? C'est parce que très clairement, ça va permettre de plus en plus à l'utilisateur d'associer le paiement à de la biométrie. Ma biométrie me permet de payer. Le fait que ça parte du plastique, comme je le disais tout à l'heure, on a un vrai attachement au plastique, donc je fais confiance à mon plastique pour payer en faisant la biométrie. Moi, je dis ça va tirer le geste, très clairement, puisque le bon geste pour payer en mobile, c'est biométrie, je pose et je paye. Donc, on est vraiment sur la même dimension. Donc, pour moi, c'est pas du tout une offre concurrente, c'est plutôt une offre vraiment d'accompagnement en termes d'usage. Et demain, je me vois bien, pourquoi pas, avoir dans mon portefeuille une carte biométrique qui est à côté de mon portefeuille mon téléphone. Et quand je sors qu'elle est de mon téléphone dans certains cas, parce que ça me va bien comme ça. Et que sans portefeuille, je peux continuer à payer en faisant toujours le même geste, que ce soit avec une carte ou un téléphone. Ma biométrie me permet de payer. Donc, je trouve ça plutôt voilà, je ne vois pas être ça en concurrence. Merci beaucoup. La dernière question. Et oui, et juste finir sur un élément, pourquoi peut-être pas finir là-dessus, mais juste compléter mes propos par un autre élément. C'est que souvent, on oppose les technologies, on oppose les évolutions. Moi, j'ai toujours tendance à penser, vous savez, à l'évolution qu'il y a eu dans la photographie. La photographie, et on est passé de l'argentique au digital, d'abord sur des appareils dédiés, et ensuite, on a intégré la photo, du moins dans son usage fort, dans les smartphones. OK. Et à un moment, les deux existaient, continuent à exister d'ailleurs, et ça répond à des besoins différents et des fois complémentaires. Et il ne faut pas perdre de vue que
Kodak a quasi disparu, alors qu'il croyait dur comme fer que l'argentique il durerait tout le temps. Ceux qui n'ont pas fait le pari du digital ont disparu quasiment, mais ceux qui ont plutôt cherché une complémentarité existent. Donc c'est très bien comme ça. Merci en tout cas d'avoir partagé ces précisions. Une autre information, j'ai lu cette semaine que dans le cadre de la souveraineté technologique impulsée par le gouvernement, un think tank digital New Deal a été créé, intitulé Paiement mobile sans contact, et le titre est Libérer les smartphones et leurs utilisateurs. Est-ce que tu peux nous en parler, puisque j'ai vu que donc Paylib faisait partie de ce think tank? Oui, absolument. Il y a Vincent Duval, le CEO de Paylib, en fait partie. Donc là, très clairement, ce qu'il y a derrière, c'est il faut qu'on libère nos mobiles, que nos smartphones soient Android ou iOS. Et là, très clairement, on souhaite qu'on ait la même liberté avec un iOS qu'un Android et faire en sorte qu'on puisse accéder à toute solution de paiement sur un iOS. Puisque je rappelle, une chose importante, c'est que tous les services que j'évoquais tout à l'heure, Paylib, le paiement entre amis, la VAD, sont fonctionnels et en iOS et en Android. Par contre, pour ce qui est du paiement de proximité, ça ne fonctionne pas en iOS, puisque Apple aujourd'hui bloque l'usage de l'antenne pour des solutions de paiement qui ne sont pas Apple Pay. Donc là, je dirais très bien que bien sûr, Paylib y participe, bien sûr les jeux et cartes bancaires avec son président qui a aussi signé cette tribune-là, et puis surtout aussi que nos politiques nationaux et européens s'emparent vraiment du sujet. Nos politiques nationaux ont découvert un peu ce sujet quand ils étaient en train de travailler lors du Covid, cette problématique des gestes barrières et est-ce qu'on ne peut pas pousser une application de paiement mobile dans les téléphones. Et là, ils se sont rendus compte que il y a un petit problème avec Apple. Donc ça, c'est très bien qu'ils aient pris une vraie conscience de ce sujet-là. Et puis côté européen, je pense qu'on a une commissaire européenne qui est bien à la manœuvre là-dessus, où je crois que l'idée, c'est pas d'aller écraser Apple, non, c'est juste de faire en sorte que le choix soit donné à des consommateurs de pouvoir, en fonction de leur sensibilité, d'utiliser les solutions qui sont soit des solutions de banque, c'est ce que nous on préconise, en disant voilà, on a une vision banque des tiers de confiance que n'ont pas d'autres, mais que il y en a d'autres qui peuvent être juste passionnés par plutôt utiliser une solution comme Google ou Apple. Et je trouve ça très bien aussi qu'il y ait cette concurrence-là, mais il faut qu'elle existe sur tous les types de smartphones. Donc une initiative pour redonner le pouvoir aux consommateurs. Oui. Eh bien, c'est le moment du Q&R. Posez vos questions via le Q&R et nous y répondrons. Enfin, Luc répondra à vos questions. Oh, vas-y, et Nathalie aussi. Nathalie aussi, on va l'appeler. Alors, j'ai déjà des questions. Je me permets de vous lire la première. Un spectateur anonyme. Comment percevez-vous la sortie du groupe BPCE concernant la fonctionnalité paiement mobile? Savez-vous pour quelles raisons? Alors oui, effectivement, donc BPCE a annoncé qu'ils arrêtaient de commercialiser, au moins d'enrôler de nouveaux clients dans leur solution HCE Paylib. C'est vraiment la position très claire. La raison d'être derrière, très claire, c'est de se dire une seule banque, seule dans son coin, a un coût de maintien d'une solution HCE qui est très élevé. Donc, si il doit y avoir une voie ou une directive à impulser, c'est plutôt vers une solution communautaire. C'est plutôt que d'avoir 7 applications bancaires qui permettent de faire du HCE. Pourquoi ne pas faire une seule application qui porterait le HCE et qui permettrait d'offrir ce choix diversifié auprès des clients d'une manière plus forte. Donc, c'est une sortie de BPCE. C'est-à-dire que BPCE arrête de maintenir à terme son application Paylib HCE, mais ne s'interdit absolument pas de revenir ensuite si on arrive à tirer collectivement avec toutes les banques une solution communautaire autour du HCE. Donc, quand je dis ça, pour ceux qui sont techniciens, c'est que le public est aussi assez technique là, ce soir, mais c'est avoir un serveur HCE communautaire pour toutes les banques et un SDK qui est le module technique sécurisé qui soit aussi communautaire. Merci Luc pour ces réponses. Une autre question. Bonjour de Tahar Samba. Bonjour, ce SMS reçu par le bénéficiaire l'invitant à rentrer son IBAN peut lui faire peur dans le contexte de développement de la fraude. Comment rassurer le bénéficiaire? Merci. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la meilleure assurance,
j'ai quelque part le fait que moi, Nathalie t'ait dit tiens paye-moi, donc le moment où on va recevoir le SMS, et ça vient pas d'un tiers qui vient d'ailleurs, parce que je rappelle que dans le SMS il y aura le fait que Sophia vient d'envoyer 25 € et que je peux me les faire créditer, donc ça vient pas de nulle part. Voilà. J'aurais tendance à dire attention, effectivement, si vous recevez un SMS où vous ne connaissez pas le nom du donneur d'ordre, il faut peut-être éviter. Voilà. Donc la sécurité qu'on apporte, c'est plutôt le fait qu'on reste sur des environnements entre guillemets fermés. Je connais mon ami, je connais aussi mon commerçant, et ça reste sur un cadre fermé, et on rappelle à chaque fois le nom de l'émetteur des fonds. Merci. Une autre question anonyme. Pour le moment, Paylib est distribué par les banques de réseau et les néobanques. Des axes de coopération envisageables? Je pense notamment à des néobanques proches des banques de réseau, etc. Alors oui, donc le Paylib n'est absolument pas cantonné aux banques de réseau. Hein. Il y a quelques néobanques d'ailleurs proches des banques de réseau qui ont commencé à implémenter Paylib. Donc on est en permanence discussion avec soit des néobanques affiliées aux 6 groupes bancaires que j'ai évoqués tout à l'heure, soit aussi avec des néobanques qui sont absolument pas affiliées mais qui pourraient rejoindre Paylib. Peut-être pas en tant qu'actionnaire parce que ça serait peut-être compliqué pour elle en termes financiers, mais plutôt en tant que client et pouvoir proposer la solution. Donc c'est totalement ouvert, et Paylib n'est pas un cercle fermé. Très bien, merci. Une question de Christophe Mariette. Les clients peuvent-ils encore payer sur des TPE via Paylib avec un contrat BPCE? Bien sûr. Il suffit que le terminal de paiement, une fois de plus, soit… Donc là, si je prends le cas de figure, je suis commerçant, j'ai un contrat d'acceptation via une des banques BPCE, aucun problème. Donc, mon TPE est activé en NFC, et j'ai un client qui est porteur Paylib qui va pouvoir venir payer, ou qui est porteur Google ou Samsung ou Apple Pay, c'est le même sujet. Donc, ça ne pose aucun problème. Et si je veux compléter cela, donc là, on a le côté commerçant. Ici, je suis un porteur BPCE qui a encore son application Paylib parce qu'il a chargé avant l'arrêt. Il peut continuer à payer chez des commerçants puisque BPCE maintient encore la fonction HCE pour les clients qui avaient fait le téléchargement avant. Merci Luc. Une question de notre président Maurice Blanchard. Luc, merci pour ta présentation et bravo à Sophia pour son entrée en la matière. J'ai eu des sueurs froides pendant 30 secondes. Luc, quelles sont les prochaines étapes de Paylib en termes de services? En clair, avez-vous prévu d'autres fonctionnalités? Alors oui, il y a une réflexion autour du paiement du vrai peer-to-pro. Si vous l'aurez compris tout à l'heure, lors du Covid, on a adapté le transfert d'argent de particulier à particulier vers du particulier à professionnel. Mais il y a un vrai sujet autour de où est-ce qu'on va avec jusqu'où on veut aller dans le pro. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on échange avec nos banques, que ça soit pour utiliser l'instant payment via un numéro de téléphone dans des paiements de proximité pour des professionnels, ou à distance, que ça soit par un numéro de téléphone, par un mobile, ou que ça soit aussi sur des sites e-commerce. C'est d'ailleurs le sujet qu'il y a, c'est comment va s'implémenter à terme le SCTIN, c'est-à-dire le virement instantané dans les usages de paiement. Alors c'est vrai, c'est un peu technique, quand même faire très attention, c'est que le Inst, on se dit c'est génial, je peux payer et être payé instantanément. Pour un client lambda, c'est un moyen de paiement, c'est plutôt quelle est la différence entre une carte, un virement et autres. Donc il y a un vrai sujet d'accompagnement marketing. Mais en tout cas, on a des réflexions là-dessus avec des acteurs de l'écosystème, soit aussi des marchands, des banques autour de ces sujets. Eh bien, merci Luc. Nous arrivons en fin de 45 minutes chrono. Je fais un petit clin d'œil à Philippe parce qu'il me propose un clin d'œil gauche ou droit qui se reconnaîtra également. Donc, nous arrivons enfin, en conclusion très rapidement, Paylib, 3 usages, payer en ligne, payer entre amis et payer en proximité, un engouement pour le geste sans contact et on espère un geste sans contact qui favorisera l'utilisation du paiement mobile, un ancrage qui est un petit peu timide mais qui en tout cas croît progressivement ces dernières semaines, et puis bien entendu un think tank qui veut redonner le pouvoir aux consommateurs pour pouvoir utiliser donc ces fonctionnalités de paiement mobile en proximité comme bon leur semble. Un grand merci à nos nombreux participants, à ceux qui suivent nos rendez-vous hebdomadaires chaque jeudi. Un grand merci à vous Luc pour votre disponibilité.
grand merci à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter de toute manière, ligne ou par mail, si vous avez d'autres questions et si vous voulez qu'on pose certains points. Je serais ravi d'échanger avec vous. Merci encore Luc. Quant à moi, je vous retrouve à la rentrée. C'était la dernière chronique. Luc nous a fait le grand plaisir de clôturer nos 45 minutes chrono. Et ça vous laisse le temps de partir en vacances sereinement. Je vous retrouve à la rentrée en septembre pour de nouvelles chroniques de l'Association du paiement. Continuez à nous suivre sur LinkedIn, car vous aurez probablement la possibilité de revoir toutes nos chroniques en replay durant l'été. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, protégez-vous. À bientôt et au plaisir de vous retrouver en septembre. À bientôt. Au revoir. Au revoir.